Bonjour et bienvenue pour ce 28e épisode de Une histoire de l'informatique moderne. Alors cet épisode, c'est sur les grandes règles de l'évolution technique, puisque lors des épisodes précédents, on a pu voir l'évolution de la technique informatique, du marché informatique, de l'industrie informatique, des fois une évolution prévisible, des fois des évolutions un peu chaotiques, des tribulations, on a vu tout ça ensemble. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des règles qui permettent de déterminer cette évolution ou de retracer, de dire ah oui, là, il y a corrélation, ça se passe comme ci, parce qu'il y a cette règle-là, etc., etc. Alors oui, il y a un certain nombre de règles de l'évolution et celles que je vais vous présenter aujourd'hui sont directement issues, extraites du livre qu'on a écrit avec Laurent Poulain et qu'on a publié ensemble en 2010. Et oui, le temps passe vite, mais il était important de préciser que ce que je vais vous présenter ici, c'est principalement extrait de ce livre, de cet ouvrage. Alors, bien évidemment, le futur n'est écrit nulle part et c'est pas grâce à ces règles que du jour au lendemain, vous allez pouvoir vous improviser prévisionniste infaillible parce que l'évolution réserve quand même de temps en temps des surprises. Ceci dit, il y a un certain nombre de règles, un certain nombre de principes sur lesquels repose l'évolution technique et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Mais là, tout de suite, je vais vous donner deux règles importantes. Parce que là, c'est vraiment issu de ce qu'on a appris avec le déroulement de toute cette histoire. La première règle, c'est que ce n'est pas la qualité technique qui détermine le succès ou l'échec. Alors c'est très surprenant dans un domaine aussi pointu, aussi technique qu'est l'informatique, de dire bah oui, mais finalement, c'est pas la technique qui compte. Mais l'exemple absolu, c'est le succès de MS-DOS. Qui était un environnement relativement médiocre et qui l'est resté, mais qui pourtant a eu un succès extraordinaire. Ça, c'est pas niable. Donc, à travers l'exemple de MS-DOS, on peut dire qu'effectivement, ça n'est pas la qualité technique qui détermine le succès ou l'échec. IBM a eu un très grand succès dans le domaine des mainframes pendant des dizaines d'années, alors que on s'entendait à dire que certains de ses concurrents proposaient des environnements dont la qualité technique était incontestablement supérieure. Rien n'a fait, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Dans le cas d'IBM, c'était l'efficacité commerciale et puis la compréhension très tôt de la règle de la compatibilité. Et donc, une fois de plus, on s'aperçoit, non, c'est pas la qualité technique qui détermine le succès ou l'échec. La deuxième règle, c'est Volume is everything. Et c'est Scott McNealy, qu'on voit ici en photo, qui a défini cette règle parce que ça lui a permis dans un premier temps d'avoir un certain succès avec ses stations Sun, et puis après de se faire submerger par les PC de plus en plus puissants qui permettaient de faire aussi bien que des stations de travail pour une fraction du prix. Et c'est vrai que de plus en plus, on s'aperçoit au fur et à mesure que l'informatique s'élargit dans toutes ses dimensions, que le volume détermine tout le reste. Et que si vous avez un petit succès isolé dans un coin à faible volume, eh bien ça va pas avoir beaucoup d'influence. Alors ça paraît évident, ça l'était pas tant que ça, puisque justement pendant longtemps, les informaticiens, les entrepreneurs ont voulu privilégier la sophistication de fabrication ou de conception au détriment de la simplicité parce qu'ils se disaient un produit qui est trop simple, qui est médiocre, il va pas se diffuser. Alors que c'est justement le contraire. Bon voilà, on a déjà évacué ces deux règles, des règles qu'on retrouve tout le temps et qui sont importantes.
Alors maintenant, on va voir les règles principales à travers un certain nombre de principes. Et ces principes, c'est pareil, on a pu les vérifier tout au long de l'évolution de l'informatique qu'on vient de retracer à travers ces presque 30 épisodes. Et ce sont des principes que je vous ai souvent mis en avant. Et on commence par le premier, le principal selon moi, c'est le principe de maturation ou principe du délai incompressible. On néglige tout le temps qu'il faut pour que les évolutions aient un impact sur le marché, sur l'industrie, sur la technique en général. Et c'est pour ça que j'ai élaboré ce qu'on a appelé modestement l'échelle Lefebvre, qui met en avant les vrais délais de l'évolution technique. C'est-à-dire qu'au minimum, c'est 10 ans. Il faut 10 ans pour qu'une technique commence à apparaître, 20 ans pour qu'elle atteigne son premier niveau de maturité, et 30 ans pour qu'elle soit généralisée avec son niveau final de maturité. Et puis, il y a un dernier échelon, c'est 50 ans. C'est ce que j'appelle la frontière de l'illusion. On connaît ça dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine nucléaire, la fusion nucléaire contrôlée, ça fait 50 ans qu'on nous dit ce sera pour dans 50 ans. Bon, ça c'est ce que j'appelle la frontière de l'illusion. Revenons sur le délai incompressible. Pourquoi il faut au minimum 10 ans pour qu'une technique apparaisse et commence à s'installer? Je dis bien commence à s'installer. Eh bien, il y a de nombreux facteurs qui jouent, mais le premier de ceux-ci, c'est qu'il faut du temps pour finir la mise au point initiale. C'est une difficulté qui est toujours minorée, qui est toujours sous-estimée, mais la réalité est tenace. La réalité, c'est quand ça fait mal. Et elle se rappelle au souvenir des optimistes à ce moment-là. Et puis, il faut du temps également pour passer du discours technologique du genre c'est supérieur parce que, au discours applicatif qui est beaucoup plus utile du genre cela va vous servir à. Il faut également du temps pour que la cible visée se reconnaisse. Et enfin, il faut du temps pour que les clients testent avant de commencer à généraliser, puisque généralement, ces clients, justement, ils ont déjà essuyé des plâtres et ils n'ont pas trop envie de continuer à jouer les pilotes d'essai à chaque nouvelle mode. Donc, c'est le principe qu'on retrouve tout le temps, le principe du temps, qui est tout le temps minoré. Vous entendez continuellement des discours du genre ça va de plus en plus vite, etc. C'est complètement faux. Ce sont des grosses conneries. Ceux qui vous disent il y a une accélération comme jamais, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont pas étudié l'histoire. Ils n'ont aucune compréhension des vrais mécanismes à l'œuvre dans l'évolution technique. Il n'y a pas d'accélération. Il n'y a pas de ça va de plus en plus vite. Ça n'existe simplement pas. Alors, deuxième principe, c'est le principe de la masse critique. Alors, quelque part, c'est un petit peu un corollaire du premier principe. Qu'est-ce que c'est que la masse critique? Tout simplement, par exemple, prenons l'exemple du web. Pendant presque 15 ans, l'Internet, qui est à la base du web, a progressé discrètement, mais pas en secret. C'était quelque chose de connu, de sous-estimé, qu'on imaginait que c'était réservé principalement aux universitaires, que c'était un truc plus ou moins pas sérieux. Donc ça avançait, mais doucement, discrètement, de façon presque souterraine. Et d'ailleurs, personne n'en parlait. On préférait parler des autoroutes de l'information, qui étaient beaucoup plus excitantes, qui semblaient avoir un potentiel beaucoup plus grand. Et puis, le point d'allumage, l'aspect masse critique, a été atteint au milieu des années 90 avec l'émergence du web. Et là, tout d'un coup, la croissance a bondi vers le ciel. Contre toute attente, ça a été une surprise. Mais à partir du moment où cette surprise a éclaté à la face du monde, tout le monde s'est aligné et ça s'est apparu comme une évidence. Donc, on peut dire qu'il existe une période de temps pendant lequel une technique doit faire ses preuves et fournir des exemples concrets de son utilité et de sa maturité.
C'est une période qui dure entre 18 et 30 mois et pas au-delà. C'est le principe de la masse critique. C'est-à-dire que quand il y a tout d'un coup une curiosité, l'éveil de la curiosité qui apparaît, eh bien la technique a entre 18 et 30 mois pour faire ses preuves et passer de l'effet de curiosité à quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est le principe de la masse critique. Alors ça a marché pour le web, mais il y a plein de cas où ça n'a pas marché, où ce sont des modes qui sont apparus et qui se sont effacés au bout justement d'une trentaine de mois. Le troisième principe, c'est le principe des deux vagues. Et lui aussi, c'est un corollaire du principe de la maturité. Du principe de il faut du temps pour que ça finisse par prendre. Et on s'aperçoit, et il y a de nombreux exemples dans l'histoire, qu'une nouvelle technique ou une nouvelle façon d'utiliser la technique a toujours besoin de deux tentatives, deux vagues, pour s'imposer. La première, c'est pour prendre position dans les esprits, c'est en quelque sorte une vague éducative, et une seconde pour se débarrasser de ses défauts de jeunesse et atteindre un tout premier niveau de maturité. Et en plus, au moment de la seconde tentative, de la seconde vague, le marché est finalement prêt à la recevoir grâce à l'éducation, entre guillemets, qu'elle a reçue au moment de la première. Et il y a encore un corollaire dans ce corollaire, c'est que la seconde tentative est toujours moins ambitieuse que la première. Donc forcément, on s'aperçoit qu'on a visé un poil trop haut et on en rabat un petit peu pour fonctionner dans le monde réel. Et là, dans ce cas-là, le marché embraye. Alors, un autre exemple, vu sous cet angle, on peut dire que l'intranet est la deuxième vague du client-serveur, la vague nécessaire à sa finition et à sa forme définitive. Allez, quatrième principe. Le principe de simplicité. Alors tout ce qu'on a dit auparavant, c'est important, bien sûr, mais ça marche encore mieux quand la nouvelle technique en question n'est pas trop ambitieuse et ne repose pas sur des moyens, des mécanismes ou des concepts qui soient trop sophistiqués. Alors, c'est les standards de l'Internet qui nous montrent, qui se sont imposés au fil des années, tout simplement parce qu'ils sont simples et résilients. Résilients, c'est-à-dire qu'ils acceptent les erreurs. Le meilleur exemple, c'est l'erreur 404, la page non trouvée du web, qui était une hérésie pour les spécialistes de l'époque, les spécialistes hypertexte de l'époque, spécialistes de la documentation et autres. Ils disaient, non, il faut gérer les liens dans une base centrale, etc. Et heureusement, Tim Berners-Lee a refusé ce type de mécanisme. Et il a dit, s'il y a une ressource qu'on ne trouve pas, c'est pas bien grave, on peut quand même fonctionner et on va se passer de cette sophistication inutile pour être un peu plus tout-terrain. Donc les standards de l'Internet, comme TCP/IP, SMTP, HTML, HTTP, etc., ils sont relativement simples et c'est pour ça qu'ils se sont imposés parce qu'ils sont faciles à mettre en œuvre et faciles à porter d'une plateforme à l'autre. D'ailleurs, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard que presque tous ou quasiment tous les éléments techniques qui sont imposés ces 10-20 dernières années proviennent soit de milieux universitaires, soit de start-up minuscules au départ. Tout simplement parce que les grands acteurs, eux, forcément, ils ne peuvent pas se contenter de projets simples et modestes. Tout de suite, il faut qu'ils voient grand et du coup, ils ont une obsession de faire complexe. Les informaticiens aiment bien faire complexe. Alors pourquoi? Mais parce qu'ils n'aiment pas les bricolages. Ils ont toujours l'impression qu'il faut être capable de couvrir tous les cas, alors que ce n'est pas vrai. Il faut être tout-terrain, il faut être résilient, il faut être résistant, il faut être solide, il faut être simple à comprendre, simple à implémenter. Alors, on a vu les règles principales, maintenant voyons les règles secondaires. Il y en a un certain nombre, comme c'est les règles secondaires,
On va voir qu'elles sont un poil moins importantes, mais on va quand même les passer en revue parce qu'elles permettent mieux de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. Alors le premier principe, c'est le principe de la stratification. Alors c'est pas pour vous remettre encore une fois le modèle OSI en avant, c'est simplement pour dire que les différentes couches techniques ne s'annulent pas, elles s'empilent. Les innovations ne balayent pas l'existant, elles s'insèrent dans l'existant et c'est la seule façon d'arriver à fonctionner. Et il faut se rappeler que les systèmes sont non seulement coûteux à acquérir, mais encore plus à stabiliser, à fiabiliser et à faire en sorte que leurs bénéfices se manifestent. Donc quand on arrive à faire fonctionner un système de ce type, bah, on le conserve le plus longtemps possible. Et de toute façon, la technique évolue rapidement, relativement rapidement, hein, même s'il faut du temps, mais elle évolue de toute façon plus vite que les usages. Donc, quand on propose de tout balayer, ben, c'est évidemment mal reçu. Et le principe de compétitivité, qu'on verra un peu plus loin, favorise l'apparition de l'innovation plutôt sur des terres vierges que sur des terrains connus, où souvent les gains sont trop souvent marginaux. Donc il vaut mieux innover dans un domaine complètement nouveau, mais qui ne demande pas à se débarrasser, balayer complètement l'existant. L'autre principe, c'est le principe de la courbe d'adoption. Alors j'ai mis ici en illustration la fameuse courbe de Gauss, que tout le monde connaît et tout le monde comprend. Donc on peut plaquer sur cette courbe de Gauss les différents types de clients, d'utilisateurs face à une nouvelle technique. Il y a les innovateurs, ou quelque part les pionniers, les adopteurs précoces, la majorité précoce, hein, c'est les 34% à gauche, puis la majorité tardive, c'est 34% à droite, et enfin les retardataires, très retardataires, ultra retardataires. Bon. Aucune évolution technique n'est adoptée immédiatement par l'ensemble de la population visée. Elle suit une courbe d'adoption qui est en forme de cloche qu'on vient justement de revoir une fois de plus. C'est d'ailleurs un aspect complètement fascinant de la courbe de Gauss, c'est de voir combien elle s'applique souvent et fidèlement dans plein d'exemples de la nature. Il y a énormément de phénomènes physiques, biologiques ou non, qui peuvent s'expliquer ou se représenter par cette fameuse courbe de Gauss. Et je trouve ça complètement fascinant. Alors, on l'a évoqué, c'est le dernier principe, c'est le principe de la compétitivité. Alors, on met souvent en avant les mots des technologies disruptives, etc., etc. Bon. J'aime pas trop ce terme-là, mais c'est vrai qu'on peut en tirer quand même un principe, c'est que les évolutions techniques ne remplacent pas l'existant. C'est une espèce d'obsession qu'on a continuellement. Quand il y a une nouveauté, on se dit « Ah oui, d'accord, c'est à la place de ça ». En fait, non. Non. Les éléments nouveaux doivent trouver leur propre niche. Mais ça ne veut pas dire qu'avec le temps, ils ne vont pas avoir une importance sur l'existant, mais à terme. Ça prend du temps. Une fois de plus, d'ailleurs, on en revient à ça, ça prend du temps. Bon, on a vu tous ces principes. Et pourtant, on s'aperçoit qu'il est terriblement difficile de prévoir l'évolution technique. Et là encore, l'exemple qui est mis en avant, c'est Ken Olsen, un des fondateurs de DEC, qui n'était pas un abruti, hein, c'était un bon technicien, et d'ailleurs il était à l'origine de l'ordinateur temps réel, et il a, quand il dirigeait DEC, continuellement été en faveur de l'innovation, de l'excellence technique, etc., etc. Et pourtant, Ken, il n'a pas été capable de voir le PC, l'apparition du PC,
autrement que sous un angle méprisant. C'est-à-dire le PC c'est un jouet, on peut rien faire avec, par rapport à nos mini c'est minable, ça n'a aucun intérêt, ça n'aura pas d'impact. Bravo, bien joué. En fait, ça a eu beaucoup d'impact, mais simplement, là, dans un premier temps, il fallait arriver à considérer le PC pour ce qu'il était, c'est-à-dire pas un jouet, mais le point de départ d'une nouvelle plateforme. Alors pourquoi est-ce que on est si mauvais à prévoir l'évolution technique? Toutes les performances et l'expérience passée, les performances des prévisionnistes et les experts de tout poil nous indiquent qu'on est plutôt doué à décrire ce que le futur ne sera pas, plutôt que d'être capable de distinguer comment il va évoluer. Alors pourquoi? Quelles sont les raisons qui font que l'évolution technique est si difficile à prévoir? Il y a un certain nombre de raisons, on va les balayer ensemble. Tout d'abord, on n'est pas très bon sur l'aspect timing. En fait, on est même carrément mauvais sur l'aspect timing. Déjà, on a trop d'optimisme sur le court terme. Et là, il y a plein d'exemples. Bob Taylor, qui était un des membres fondateurs du projet ARPANET, pensait que le réseau présenterait un bon état de maturité dès 1980. Il pensait ça en 66. Dès 80, le réseau Internet, enfin à ce moment-là ARPANET, il serait au point. Alors qu'en fait, il lui a fallu plus de 15 ans de plus pour révéler tout son potentiel. Donc même Bob Taylor, qui était très impliqué dans le projet, il était beaucoup trop optimiste à court terme. Et alors, en plus de ça, on est trop pessimiste ou trop timide sur le long terme. Par exemple, les tenants du mainframe n'ont pas été surpris de l'apparition du PC. Il y avait une certaine logique. Et d'ailleurs, les premiers ordinateurs personnels, entre guillemets, c'est IBM qui en a fait... Avant le PC, il y a eu 5 ordinateurs personnels IBM, Datamaster, etc., qui étaient trop gros, trop chers et pas vraiment utiles. Mais ils avaient bien compris qu'il y avait un nouveau niveau dans les plateformes informatiques qui allait apparaître. Mais ils n'avaient aucune idée de l'impact qu'allait avoir ce PC justement sur l'industrie. Ils pensaient simplement que c'était comme un terminal qui avait un petit peu plus de capacité de traitement et qu'on utiliserait en harmonie avec les PC et les mini. Bob Taylor, pour revenir à lui, avait bien imaginé que l'Internet aurait un développement planétaire. Et il voyait bien, il imaginait bien la généralisation de l'usage de l'email, et il a eu raison là-dessus, mais il a été aussi le premier à reconnaître qu'il a été très surpris par l'apparition et par le développement explosif, ce sont ces termes, du web. Donc on est trop optimiste sur le court terme et on est trop pessimiste ou timide sur le long terme. J'ai mis une image de nénuphar parce que c'est un exemple qui est souvent donné dans une mare comme ça. Les nénuphars progressent très doucement. Et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, quasiment, ils ont rempli complètement la mare, ils ont recouvert complètement la mare. Et on est très surpris parce que c'est un développement qui était discret, puis qui tout d'un coup submerge tout. Et bien c'est ça, en fait, le long terme. C'est-à-dire que le long terme, c'est une évolution, les évolutions de long terme, c'est des évolutions qui sont discrètes pendant très longtemps, avant d'avoir vraiment un impact. Et dans ce cas-là, l'impact est souvent bien plus grand que ce qu'on avait imaginé. Une autre raison importante, c'est qu'on a tendance à faire des prédictions qui sont trop précises et donc forcément qui sont fausses. Par exemple, sur l'aspect timing. C'est très difficile de faire des prévisions de l'aspect timing. C'est relativement facile de dire le quoi, ce qui va apparaître, mais c'est beaucoup plus difficile de dire le quand. C'est comme de prévoir l'évolution de la bourse. C'est relativement facile de dire la bourse va baisser parce que là elle est au plus haut. Par contre, à partir de quand va s'amorcer cette baisse, et c'est là que se font les vrais bénéfices, ça c'est difficile. Alors vous pouvez dire ça va se faire d'ici 3 mois, mais 3 mois c'est une enveloppe de temps trop grosse pour les traders. Eux ils veulent savoir la date précise.
à laquelle ça va piquer puis descendre. Donc c'est en quelque sorte le principe d'Heisenberg. On voit ici une photo de Werner Heisenberg qui a élaboré ce principe. Alors, c'est une photo qui date de 1927. Et le principe d'Heisenberg, il est très simple et il s'est toujours vérifié. C'est qu'il est impossible de faire une mesure précise sur les 3 dimensions. Bon là, dans le cas, c'est sur une particule. Quand on mesure une particule, on mesure sa position, sa vitesse et puis sa direction. Et vous pouvez avoir de la précision sur un paramètre, voire 2 paramètres, mais pas 3 paramètres à la fois. Et c'est facile à expliquer. L'analogie, c'est avec la photographie. La photographie, si vous photographiez un objet qui se déplace, par exemple une voiture de course sur un circuit, soit vous tenez l'appareil photo fixe, et dans ce cas-là, l'arrière-plan va être net, mais la voiture elle-même qui se déplace très vite va être complètement floue. Ça peut faire des belles photos, hein, ça peut faire des beaux effets, mais bon, voilà, le sujet principal est flou. Soit au contraire, vous suivez le déplacement de la voiture, et dans ce cas-là, la voiture éventuellement, elle a une chance d'être nette, mais l'arrière-plan, lui, va être flou. Donc c'est une analogie qui permet d'expliquer le principe d'Heisenberg. Et c'est comme ça, notre cerveau peine à rationaliser les gains de performance lorsqu'ils sont exponentiels. Même avec le recul, il reste difficile de concevoir qu'un Cray2, l'ordinateur qui était le plus puissant au monde de 1985 à 1990, soit moins puissant, beaucoup moins puissant qu'un PC standard produit 15 ans ou 20 ans plus tard. C'est des choses qui sont difficiles à concevoir et à prévoir parce que même avec le recul, on a du mal à vraiment mesurer l'évolution. Alors il y a plein d'autres raisons, c'est le biais des experts. Avec très peu d'exceptions, les analystes, ceux qui font métier de justement vendre des prévisions, ont toujours tort. Tout simplement parce qu'ils basent leurs études sur les souhaits de leurs clients, ne serait-ce qu'en répondant aux questions des clients. Hein, c'est l'exemple que j'ai mis en avant, par exemple, c'était IBM qui demandait quand est-ce que S2 va remplacer MS-DOS. Donc les différents cabinets d'analyse disaient dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, etc., etc. Non, la vraie bonne question, ça aurait été est-ce que S2 a une chance de remplacer MS-DOS? Et si oui, quand? Et sinon, pourquoi? Bon. Mais il y a plein d'exemples célèbres. Hein. Il y a eu plein d'études qui se sont avérées fausses sur le bureau sans papier, les network computers, etc., etc. Également, c'est de tout voir comme un remplacement. On l'a déjà évoqué, mais par exemple, c'est Linux qui va remplacer Windows. Non, Linux n'a pas remplacé Windows. Linux a pris sa part du côté des serveurs. Ou Google Docs versus MS Office, etc., etc. Et même les gens qui sont très concernés ont ce biais du remplacement. Une anecdote en passant. Jim Manzi, qui était le patron de Lotus, il avait remplacé Mitch Kapor, qui était le fondateur. Il croyait tellement au succès de Symfony. Alors Symfony, c'était un intégré. C'est-à-dire qu'il y avait tout à la fois, traitement de texte, tableur, etc. Qu'il voulait même arrêter la diffusion de 1.2.3, le tableur vedette de Lotus, parce qu'il disait, bah voilà, non, maintenant il faut laisser la place à Symfony. Si on arrête de vendre 1.2.3, les clients seront en quelque sorte obligés d'acheter Symfony et on gagnera encore plus d'argent. Heureusement, son équipe l'a empêché de commettre une pareille bourde, puisque Symfony a été un flop, alors que 1.2.3 continua à bien se vendre pendant des années. Donc, c'est important de comprendre que tout voir comme un remplacement, bon, c'est un biais très, très humain, mais c'est une limite aussi à être capable de voir que les techniques peuvent évoluer et trouver leur niche. Et en plus, il faut bien comprendre que les évolutions techniques ne sont pas linéaires. Là, j'ai mis une illustration
d'un signe noir. Hein. C'est un événement imprévisible qui surgit tout d'un coup sans qu'on s'y attendait. Et c'est vrai que si on fait un petit peu un retour en arrière, il y a eu des surprises et des bonnes surprises qui ont permis à l'évolution de se dérouler comme on l'a connue. Si l'informatique a explosé comme elle a explosé dans le bon sens, hein, dans le sens positif, c'est surtout grâce à deux inventions. Le transistor d'une part et le microprocesseur d'autre part. Ce sont ces inventions qui ont permis à l'informatique de se débarrasser des lampes à vide, encombrantes, peu fiables, qui consommaient beaucoup d'électricité, etc., qui prenaient beaucoup de place. Enfin, ça allait pas, quoi. Sans ces deux inventions, le transistor et le microprocesseur, pas d'électronique moderne comme on la connaît aujourd'hui. Et sans électronique, pas d'ordinateur moderne. L'informatique se serait heurtée à un mur technique, comme le spatial, à peu près d'ailleurs à la même période. Dans les années 50, dans les années 60, on imaginait que l'homme allait partir à la conquête de l'espace bien plus vite et bien plus loin que ce qu'il a fait effectivement. Mais parce que dans la pratique, on s'est aperçu que mettre des charges utiles en orbite, c'était un défi beaucoup plus important que ce qu'on avait supposé. Hein, sur cette planète, on est dans un puits gravitationnel où il faut dépenser une énergie considérable pour arriver à sortir de ce puits. Et du coup, la charge utile qu'on met en orbite est complètement ridicule par rapport au poids complet de la fusée. Et c'est une limite que pour le moment, on n'a pas réussi à franchir. C'est pour ça que, en dépit des exploits de SpaceX, on peut dire que l'industrie spatiale est piétine depuis 30 ans, voire 40 ans. Et l'informatique s'est pas heurtée à ce mur-là. Et c'est pour ça qu'elle a eu un tel développement. Voilà, merci pour votre attention et votre fidélité. On vient de passer en revue des règles qui, j'espère, vous seront utiles. Il y a sans doute d'autres règles qui permettraient, avec le recul, d'expliquer encore plus finement l'évolution technique, mais je vous invite quand même à prendre au sérieux les règles que je viens de vous expliquer, parce qu'elles se sont révélées utiles quand même très souvent. Voilà. À très bientôt pour un nouvel épisode, sans doute le dernier, un épisode de conclusion générale sur tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on s'est dit et tout ce qu'il y a à en retenir. Merci encore et à très bientôt.